Bienvenue dans le podcast de Steve Haldeman, la littérature au 7e ciel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré à l'interview d'une sexologue et sexothérapeute, Morgane, aussi connue sous le pseudonyme Cinéden du podcast Cinéden Sublime. Bonjour Steve et merci pour cette présentation. Ça me fait plaisir. Je t'ai invité pour que tu me parles de ton métier, pour que tu précises la façon dont le BDSM a été perçu par la psychiatrie dans le passé et toujours de nos jours, et pour discuter d'éducation sexuelle au sens large, hein, éducation sexuelle tout au long de la vie. Mais avant ça, je t'invite à te présenter. Donc je m'appelle Morgane Beauvais, on m'appelle aussi Cinéden et on peut me retrouver sur cinédensublime.com. Je suis sexologue sexothérapeute. Je propose des consultations en cabinet à Lyon, mais aussi en visio pour toutes les personnes issues de la francophonie. J'anime des ateliers sexo un peu partout en France et en Europe, dans des lieux qui permettent de recevoir ce type d'ateliers. Et puis j'ai un podcast qui s'appelle Ciné Dan Sublime, qui est accessible sur toutes les plateformes de streaming, qui parle de la diversité des sexualités, des genres, des orientations et de l'intimité au sens large du terme. D'accord. Partout en Europe, t'es polyglotte? Oui, effectivement, il m'arrive d'animer des ateliers en anglais, donc ça peut être j'en ai fait à Amsterdam, à Berlin, à Rome, à Londres aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt cool de pouvoir alterner et de rencontrer des publics différents. Et ça me permet surtout de practice my English. Ouais. J'aimerais avoir ta chance. Euh, Avec je- mon accent français, je tiens à le préciser, je Oui, conserve une mais ça, ils merveilleuse kiffent. accent. Je suis allé aux États-Unis, ils adorent ça. Ça marche encore plus. Complètement. Complètement, c'est exactement ça, c'est ma petite plus-value. L'accent Frenchy ajoute ce petit grain de sel que l'on apprécie tant, en particulier dans ce genre d'espace. Est-ce que tu peux me dire d'où te vient comment t'as construit ton pseudonyme, comment tu l'as choisi? Alors, c'est l'histoire d'un ego trip. Non, en réalité, j'étais à l'époque, je vivais à l'étranger, en Roumanie, quand j'avais 18 ans. Et c'était les tout débuts de Facebook. Et on m'avait hacké mon compte Facebook avec mon vrai nom, prénom. Et donc, j'avais décidé de recréer un compte avec un pseudonyme où j'étais certaine qu'on ne me retrouverait pas. Et donc, je cherchais deux choses qui pourraient me ressembler. Et souvent, on avait tendance à me dire que les intérêts que je portais à tout ce qui touche à l'alternatif étaient plutôt bizarres, pervers, glauques. Et donc, pour répondre à ça un petit peu, j'ai décidé, avec mon anglais très basique de l'époque, euh, j'ai cherché un nom qui pouvait répondre à ça. Et donc, Sin Eden, ça veut dire le paradis du péché. Sans prétention aucune, j'ai fait avec ce que j'avais à l'époque. Et le terme de Cinéden m'est resté collé à la peau. Au fil des années, j'aurais bien voulu le faire évoluer. Et puis, mon travail s'est construit autour de ce pseudonyme-là, donc je l'ai conservé. Et au final, avec un peu de recul aujourd'hui, ça me fait rire parce que, tu vois, il y a une idée d'empouvoirment derrière, de réappropriation aussi d'un petit peu de ce qu'on pouvait euh, pointer du doigt à l'époque, les normes, tout ce qui sortait de la norme, tu vois, ne serait-ce que l'homosexualité était pas mal pointé du doigt, ça l'est toujours, mais dans une moindre mesure quand même aujourd'hui, je trouve, et ou bien ou bien l'intérêt que je pouvais porter au BDSM, etc. Bref, Hmm. et s'en est suivi l'inspiration de ce fameux pseudonyme, voilà. Ouais. Qui avait un petit côté provocateur. Complètement. Ça allait parfaitement bien avec la jeune fille fin d'adolescence que j'étais et que j'avais. J'étais complètement dans la provoque. Et puis, et aujourd'hui, bon, tu sais, vers 25-26 ans, j'ai eu du mal à l'assumer. Je me suis dit, ah non, mais vraiment, ça me va plus du tout. Et puis, c'est pas du tout la dynamique dans laquelle je veux être. Et aujourd'hui, bah, ça a construit aussi un petit peu tout ce que je suis, tout mon travail. Et en fait, je suis à l'aise avec ça désormais. Hmm. Mais quelque part provoquer pour parler de ces sujets-là, c'est pas un mal non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément négatif. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je suis assez adepte, hein, des petites provocations de temps en temps pour lancer des sujets dont on n'aurait pas parlé sinon.
Complètement, complètement. Et pour moi, la provocation est un moyen, est un outil qui permet aussi de faire bouger les choses. Je pense que tant, tant qu'on ne vise à faire de mal ni à soi ni aux autres, tout va bien. Bousculer un petit peu les normes et le casier de la bonne pensée, voilà, ça fait pas de mal. Mais à l'époque, si tu veux, s'appelait le paradis du péché. C'était pas très catho, quoi, hein, voilà. C'était pas très catholique, oui, effectivement, Ouais. oui. Mais bon, il faudrait changer les choses de ce point de vue-là aussi. Bon, c'est un autre sujet, mais j'aimerais bien faire un sujet sur l'impact des religions sur la sexualité, en particulier en France. Mais bon, c'est un autre sujet. Euh, Complètement. Et petit aparté, alors je n'ai strictement rien contre les religions et le catholicisme. Néanmoins, effectivement, comme tu le dis très justement, les religions, et la religion en tout cas en Europe et en France, a énormément influencé notre perception des relations et la sexualité. Et c'est aussi ce qui a défini les normes actuelles qui sont en train de bouger quand même. Mais donc c'est hyper intéressant que tu rebondis sur ça, parce que oui, ça fait partie de notre histoire aussi, de notre background, voilà. c'est clair. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qu'un sexologue, un ou une, et qu'est-ce qu'un sexothérapeute, et quelle est la différence? Alors c'est une question qui fait souvent débat. En réalité, ces deux termes-là, aujourd'hui, en 2024, ne sont pas protégés par l'État et par les organismes. Donc n'importe qui aujourd'hui pourrait s'approprier le titre de sexologue, sexothérapeute, même sans avoir fait les études appropriées. La sexologie, c'est l'étude de la sexualité des êtres humains. Et donc la sexothérapie, c'est l'étude de la psychologie et de la sexualité des êtres humains. Donc dans la sexologie, tu as la sexualité humaine que l'on peut considérer comme médicale, mais tu as aussi l'étude de la psychologie des humains en lien avec la sexualité. Donc il n'y a pas de grande différence, si ce n'est qu'il faut voir le terme de sexologie comme un terme parapluie qui englobe énormément de choses, dont la sexothérapie. Et donc la sexothérapie est un pan de la sexologie, entre guillemets. Le titre de sexologue sexothérapeute aujourd'hui n'a pas grande différence, si ce n'est que tu as des sexologues médecins, donc qui ont fait des études de médecine avec une spécialité en sexologie, et tu as des sexologues non médecins qui ont fait des études de sexologie, de psychologie, orientées sexo. Si on peut simplifier un sexologue, aujourd'hui, n'importe qui peut se réclamer sexologue, et donc pour ceux qui pourraient avoir besoin des services d'un sexologue ou d'un sexothérapeute, ils ont intérêt à se renseigner sur quelle est la formation finalement, quel est le degré de compétence, j'ai envie de dire, en particulier s'il s'agit de questions orientées médicales. Complètement. Il est très important de s'assurer des études et des formations reconnues par l'État des personnes qui s'associent à ce type de titre. Ça me semble essentiel. Voilà. Alors j'ai envie d'ajouter autre chose, mais on va en parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au-delà même du bagage de déformation, il y a aussi et beaucoup une question de qualité humaine dans l'écoute, en particulier des patients. Mais on va en reparler un peu plus tard dans le podcast. Avant ça, j'aimerais que tu puisses nous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une séance avec toi. On va parler de toi. Comment ça se déroule, comment toi tu envisages de travailler avec tes patients. Alors, en général, les personnes qui viennent me voir, c'est elles rencontrent des difficultés ou elles sont face à un problème d'ordre intime et ou sexuel. Donc, ces personnes-là prennent rendez-vous avec moi sur mon site internet cinedansublime.com. Et soit j'accueille en visio ou dans mon cabinet. Et toutes les personnes qui viennent me voir ont en général des problématiques et des demandes très différentes. Tu as des personnes qui peuvent venir parce qu'elles rencontrent un trouble en lien avec leur sexualité, donc un trouble de l'érection, trouble de l'éjaculation, un trouble en lien avec l'orgasme, une absence de plaisir, de désir. Donc ça, ce sont des exemples assez récurrents. Une de mes expertises pour lesquelles je suis reconnue, c'est le domaine des sexualités dites alternatives. Donc c'est tout ce qui va toucher au BDSM, au fétichisme et aux dites paraphilies que je définirai peut-être plus tard. Oui, on va en Euh, parler, oui. donc voilà, au fait, j'accueille des personnes de tout genre, de tout âge à partir de 18 ans, d'orientation sexuelle diverses et variées, avec des pratiques sexuelles diverses et variées aussi.
avec des problématiques, des thématiques, des questionnements extrêmement différents. Il y a autant d'individus qu'il y a de questions, d'échanges et de problématiques. Et moi, mon travail est déjà d'offrir une écoute qui soit active, bienveillante et de pouvoir accueillir ce qui m'est posé, ce qui m'est amené. Et questionner aussi, offrir des questions qui soient pertinentes par rapport au sujet amené pour aider peut-être la personne à avoir un autre angle de vue sur ce qui se passe, parce que parfois c'est compliqué de prendre un peu de recul. Et aussi, si besoin, apporter, offrir des outils qui leur permettent d'obtenir des solutions qui soient adaptées à leurs besoins, à leurs demandes. J'utilise aussi des outils, l'art-thérapie, je suis hypnothérapeute aussi, donc l'hypnose est un de mes outils. Puis il y a tout un tas d'autres outils dans ma besace pour accompagner celles et ceux qui le souhaitent. J'ai la sensation, au regard de ce que tu me dis, que une bonne partie de ton travail, c'est d'aider les gens à mieux se comprendre, à mieux s'accepter. Complètement. Dans tous les cas, n'étant pas médecin, je n'accompagne pas sur les problématiques d'ordre médical. Et si on s'est assuré que ce n'est pas, qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là, en général, c'est qu'il y a un problème d'ordre psy, émotionnel, humain. Donc en réalité, je travaille avec l'humain que j'ai en face de moi. De toute façon, c'est une histoire et c'est une histoire d'humain à humain, une relation humaine, mais on en parlera peut-être plus tard. Tu le disais très justement au début, au-delà des diplômes et des formations, ce qui compte aussi, c'est le rapport à l'humain et le rapport que l'on a avec sa thérapeute. Bref, c'est extrême, le panel est extrêmement large, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de ce métier et c'est toute sa diversité. D'accord. Alors avant qu'on rentre un petit peu dans ces explications, que tu nous donnes peut-être des anecdotes, des exemples précis, qui soient peut-être plus parlants, surtout pour ceux qui connaissent pas ton métier, je voudrais qu'on parle d'une question qui m'importe beaucoup, c'est une question relative au BDSM. Alors j'entends souvent, et je le relais moi-même, peut-être à tort en partie, tu vas m'éclairer, l'information selon laquelle les pratiques BDSM ont longtemps été inscrites dans le DSM comme relevant de maladies mentales. J'ai sous-entendu, les gens qui pratiquent le BDSM étaient considérés, ou ont été considérés comme pendant longtemps, comme des malades mentaux, pour simplifier, hein. Et que ce serait plus le cas depuis relativement peu de temps. Mais en réalité, on a préparé évidemment ce podcast. J'ai bien compris que c'était plus complexe. Je m'en doutais déjà un petit peu, mais tu vas l'expliquer mieux que moi. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, dire ce qu'est le DSM et puis dire ce qu'il y avait et ce qu'il y a aujourd'hui maintenant dans ce DSM par rapport aux pratiques BDSM. Alors effectivement, le DSM qui est la Bible des médecins et des psychiatres, qui est le manuel des diagnostics et statistiques des troubles mentaux, effectivement, en 1987, la pratique ou les pratiques du BDSM a perçu son propre diagnostic psychiatrique officiel et donc il est apparu dans cette fameuse Bible, le DSM. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tout comme à l'époque, on parlait de perversion, de tout un tas de terminologies qui sont aujourd'hui désuètes ou qui ont évolué, eh bien, pour le BDSM, c'est pareil. Donc, le BDSM n'est pas un trouble psychiatrique, il n'est pas considéré comme tel, puisque je rappelle que les pratiques du BDSM, ce qui régit les pratiques du BDSM, c'est le consentement, et je trouve que c'est plutôt clair à ce niveau-là. Mais souvent, on associe le BDSM à la psychiatrie parce les pratiques du BDSM sortent des normes et que ça joue aussi, ça a longtemps joué avec notre perception de ce qu'était la sexualité, de qu'est-ce qu'une perversion sexuelle, qu'est-ce qui n'est pas une perversion sexuelle, qu'est-ce qui est sadique ou pas. Il y a eu un amalgame entre énormément de terminologies qui sont peut-être un peu chiantes à définir là, mais aujourd'hui, on parlera plus de paraphilie. Et les paraphilies qui viennent du mot grec para, donc autour d'eux, et philia, aimer. Donc ça veut dire aimer autour d'eux. Et les paraphilies, ce sont tous les fantasmes, les impulsions, les pratiques sexuelles qui sont considérées comme atypiques et qui sortent des dites normes sexuelles de notre société. Le BDSM a longtemps été considéré comme une paraphilie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore en train de bouger puisque ces normes, elles évoluent, elles bougent aussi au fil du temps. Et il y a des paraphilies légales et dites illégales. Tu vois, l'exhibitionnisme,
le voyeurisme, la pédophilie sont des paraphilies illégales et qui sont d'ailleurs punies par la loi. Et le fameux DSM dont on parle, et aujourd'hui le DSM 5, puisque tu as eu le DSM 1, 2, 3, 4, 5, distingue les paraphilies dont je te parle du trouble paraphilique. Et pour parler d'un trouble paraphilique, eh bien, tu as ce fameux caractère pathologique. Et on va parler de troubles paraphiliques lorsque tu as un comportement obsessionnel, avec une difficulté à vivre pleinement et une souffrance qui s'exprime pour la personne concernée et ou l'entourage. Par exemple, le fétichisme est considéré comme une paraphilie et peut être aussi considéré comme un trouble paraphilique s'il y a cette véritable souffrance, cet état de mal-être qui t'empêche de vivre au quotidien et qui peut-être nuit aussi à ton entourage. D'accord. Donc le DSM 5, la première version française du moins date de 2015. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est relativement récent, ça a même pas 10 ans? Est-ce que ces changements ont bien été pris en compte, à ton sens, par les psychiatres et les thérapeutes? Est-ce qu'il n'y a pas encore des gens dans ces métiers-là qui considèrent toujours les pratiques BDSM comme des perversions? Alors, il y a une petite mise à jour en 2022. Enfin, en tout cas, la dernière édition date du DSM-5, date de 2022. Alors, les psychiatres, étant donné que c'est leur métier, normalement, oui, ils sont à jour. Euh, Concernant les sexologues, sexothérapeutes, puisque je vais parler de ce que je connais, tout dépend des professionnels, de celles et ceux qui aussi utilisent ce manuel. En tout cas, moi, je pense que c'est important en tant que thérapeute d'avoir plusieurs outils et de se mettre à jour sur ce qui est dit en termes de santé psy et sexuelle. Et pour moi, le DSM en fait partie aussi. Tu as des thérapeutes pour qui toutes les sexualités qui vont sortir des normes ne font pas partie de leur accompagnement et de leur expertise. Et tu as des thérapeutes dont c'est l'expertise. Moi, c'est les paraphilies au sens large du terme font partie de mon expertise, donc forcément que je suis à jour sur ces données-là. Est-ce que c'est le cas de tous les sexos? Je ne sais pas. Ça peut paraître étonnant ce que tu dis quand tu dis que on va s'adresser à un sexothérapeute qui ne sera pas forcément à l'aise à parler de paraphilie. Parce qu'effectivement, quand on est, enfin moi, je me mets à la place d'un patient, il sait pas forcément qui est spécialiste de quoi. Il a intérêt à se renseigner pour s'adresser à la bonne personne finalement en fonction de ce qu'il ressent, ce qu'il ne sait même pas forcément au début. En plus, quand il vient, enfin, j'imagine qu'un certain nombre de tes patients arrivent dans une démarche de découverte de qui ils sont ou en tout cas de questionnement. Complètement. Alors bon, déjà, le terme de paraphilie, il n'est pas utilisé par tout le monde, il est surtout utilisé par la psychiatrie. Donc, en général, ce sont les médecins qui vont utiliser ces termes-là. Euh, Moi, j'interviens auprès des professionnels de santé et de sexologie et de sexothérapie pour les former sur les bases du BDSM, des fétichismes et des paraphilies au sens large du terme. Donc, tu as des thérapeutes qui viennent se former sur ces thématiques-là pour être outillés et accompagner au mieux les personnes concernées. Et tu as des personnes pour qui ce n'est pas envisageable, ce n'est pas possible, puisque chacun a ses limites. Ça peut paraître surprenant et en même temps, je trouve ça plutôt sain d'avoir un thérapeute qui est en capacité de verbaliser et formaliser ces limites-là. Tu le vois très vite hein, sur le site internet, sur le CV entre guillemets du thérapeute. Euh, c'est son orientation. Tu vois, tu as des personnes expertes en sexualité dite entre guillemets féminine, tu as des sexos spécialisés sur l'endométriose, tu as des sexos spécialisés en santé sexuelle masculine. Tu as des sexothérapeutes qui ont leur spécialité, leur expertise et qui ne vont consulter que des femmes et ou que des hommes. Et tu as d'autres sexos pour qui ce n'est pas un sujet, il n'y a pas de catégorie présentée comme telle. Euh, donc vraiment, ça en général, c'est assez rapidement clair sur le site internet. Tu as des personnes aussi, enfin, comme tu as des psys qui sont homophobes, qui font du king shaming, etc. Bah, tu as aussi des sexothérapeutes, sexologues, sexothérapeutes qui malheureusement sont aussi de cet acabit-là. En tout cas, je n'en connais pas personnellement, mais j'ai déjà eu énormément, j'ai eu énormément de témoignages de patients, patientes qui sont revenus en mille morceaux parce que accompagnés par des thérapeutes qui voilà, n'étaient pas
soit disposés à accueillir ce type d'informations-là et ou qui ont eu des propos qui, pour moi, sont dangereux, qui sont graves et parfois même punis par la loi. Et donc, comme tu as des psychologues aussi qui sont dans cette case-là, comme tu as eu des psychologues qui faisaient de la thérapie de conversion, enfin, ce qui est complètement what the fuck quand on y pense. Je rappelle, les thérapies de conversion, hein, c'est puni par la loi, c'est illégal. On Et parle pourtant, on parle de convertir des homosexuels en hétéros, hein. voilà. Je veux dire, en 2000, on est en 2024, ça existe encore. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont fait des études de psychologie, qui sont psychologues et qui prônent les thérapies de conversion. Non, mais Donc, attends, excuse-moi, je t'arrête 2 secondes. Ça existe encore dans le monde, mais ça existe encore en France? bien sûr que ça existe encore en France. Ça existe dans le monde et ça existe évidemment encore en France. Tu as des thérapeutes, des psychologues, et des thérapeutes sous couvert alors ce n'est plus écrit de manière frontale, mais c'est suggéré. Et d'ailleurs, sont souvent des profils dénoncés assez rapidement au sein même des professionnels que nous sommes. Et puis, il y a eu un scandale il y a quelques années, il y a 2, 3 ans, d'une psychologue qui faisait de la thérapie de conversion et ça avait fait. Enfin voilà, oui, ça existe encore, oui, Ouais, malheureusement. ouais, d'accord. Donc voilà, le conseil pour les gens qui auraient besoin de voir, qui auraient besoin de s'adresser à un sexothérapeute ou une sexologue, choisissez-le bien, quoi, quelque part. Renseignez-vous avant de prendre n'importe qui en ouvrant juste les pages jaunes. En fait, je pense que c'est vraiment une question de ressenti. Tu vas, comme quand tu vas chercher un médecin sur Doctolib ou tu vas chercher un psy, tu regardes. Alors, tout dépend des personnes, mais tu te fais conseiller, tu te laisses porter par le bouche à oreille, tu vois sur le site internet ce qui t'inspire ou pas. En fait, c'est tout un tas de facteurs qui t'amènent à voir tel ou tel thérapeute. Et puis, tout se joue aussi dans la rencontre, le feeling, les outils, les expertises ou non, la capacité ou non à accueillir ou pas du thérapeute. En général, le thérapeute le verbalise, le formalise. En fait, le premier rendez-vous permet ça. Moi, le premier rendez-vous avec mon patient, patiente, client, cliente, c'est une rencontre, et je le dis, et c'est une rencontre des deux côtés. Vous allez vous me partager les raisons qui vous amènent à potentiellement vouloir entamer une sexothérapie avec moi. Mais moi aussi, à mon tour, je vais me présenter avec ce que je suis, ce que je fais et mes outils pour voir si ça match et si ça peut vous correspondre. Et puis, dans ma manière aussi d'amener les choses, de communiquer. euh, on est aussi là de l'ordre du ressenti. Enfin, on reste des êtres humains, hein, on n'est pas des robots. Donc, il y a tout un tas de choses à prendre en compte qui vont nous amener à vouloir poursuivre ou non cette thérapie. D'accord. Alors maintenant, ce dont j'aimerais parler avec toi, c'est d'éducation sexuelle. Alors je sais que l'éducation sexuelle, quand on parle de ça en général, on s'adresse aux enfants. Et l'enfance, c'est pas ton domaine de prédilection, hein. Mais l'éducation sexuelle, c'est un domaine qui ne concerne pas que. On apprend toute notre vie. Et dans cette partie, tu l'as déjà dit, bah, tu t'es spécialisé dans tout ce qui est paraphilie, en particulier le BDSM. Et à ce titre, tu participes à l'école des arts sadiens d'Axel de Sade, qui l'a fondé et que j'ai interviewé. Son interview sortira en novembre. Quelle était ta motivation pour participer à ce projet, l'école des Arsadiens? Alors déjà, je trouve assez extraordinaire qu'il y ait une école qui offre la possibilité de s'informer, de se former, de rencontrer des professionnels et ou des novices du BDSM, parce que je pense qu'on manque cruellement d'informations cadrées à ce niveau-là. Et quand Axel de Sade m'a parlé de son projet et de son désir de me faire intervenir sur les sujets sur lesquels moi je suis experte, évidemment j'ai accepté parce que j'aime les valeurs de cette école, j'apprécie le travail du corps professoral et le travail d'Axel de Sade aussi. Et puis, je trouve essentiel, voilà, d'avoir un lieu, un espace où tu peux, que ce soit de manière personnelle et ou professionnelle, te faire accompagner, apprendre, comprendre, que ce soit de manière théorique et ou pratique. Parce que Ça, souvent, on est dans la théorie et peu dans la pratique. ouais. Oui, malheureusement, oui. Ça fait combien de temps que tu participes à l'école des Arsadiens?
Alors, ça va faire presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc moi, j'interviens sur le H-play et les fantasmes. Donc la pratique en ce sens, elle est beaucoup moins explicite, je dirais, qu'un workshop, qu'un cours sur la fessée ou le needle play ou le fist, par exemple. Il y a de la matière, il y a de la pratique, mais il y a aussi beaucoup de jeux psychologiques. Moi, c'est ce sur quoi je suis orientée, je dirais, spécialisée. Et donc, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'interviens, que je donne des cours autour de ces sujets-là. Et c'est génial aussi de pouvoir rencontrer des personnes qui connaissent, qui baignent déjà dans ces univers-là, et ou qui découvrent, et qui ont des questions qui permettent aussi d'aller encore plus loin dans nos réflexions, dans nos travaux, dans le travail. Voilà. D'accord. Quand tu parles de edge play, on parle de régression, donc hein, toutes les pratiques qui ont un rapport avec les jeux de régression. Alors, par exemple, d'âge, il y a Alors, plusieurs types de pratiques de ce genre. oui, quand je parle de Edgeplay, je parle de tout ce qui va concerner les jeux de rôle autour de l'âge. euh, et voilà, pour faire très court, voilà la définition que je peux en donner. Le terme de régression, il est assez touchy et pas toujours apprécié de la communauté, parce que quand on parle de régression, là, on est plus dans un terme psychologique et on distingue les jeux de Edgeplay et de la régression infantile, par exemple. Donc bon, je parlerai plus de jeux de rôle en lien avec l'âge et ces univers qui peuvent être des univers qui peuvent toucher possiblement à l'enfance et ou à des âges plus âgés que les siens. Alors en termes de, tu disais c'est intéressant, c'est important d'avoir un lieu pour pouvoir apprendre, hein, l'école des Arcadiens, mais en termes de sources d'information, bah, tu te poses là, tu as un podcast un podcast fourni depuis quelques années déjà maintenant. Oui, effectivement. Alors, mon podcast Cinéden Sublime, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, existe depuis 2019. C'est un podcast qui parle des sexualités, basé sur des témoignages de personnes qui parlent de leur histoire, de leur vécu, qui ne définit pas une vérité, mais leur réalité. Et pendant 3 ans, j'ai mis en ligne un épisode tous les dimanches à 11 heures. Et ce Là, c'est provocateur. Les dimanches à 11 heures, c'est à l'heure de la messe, quoi. ce n'est que le prolongement de Cinéden, Steve. Non, c'était réellement provocateur ou c'est un hasard? Oh, je pense que consciemment, ce n'était qu'un hasard, mais inconsciemment, c'était forcément provocateur. Euh, non, oui, je pense que à ce moment-là, je m'étais dit, les gens sont plus à même de l'écouter le dimanche que jeudi en pleine semaine. Euh, c'est un podcast donc que j'ai réalisé, que j'ai créé, conçu à l'époque dans le désir d'offrir des thématiques qui étaient à l'époque relativement tabous, dont on parlait peu, ou alors uniquement dans les communautés dans lesquelles moi je baignais. Et les personnes qui m'entouraient me posaient régulièrement des questions sur, je sais pas moi, le puppy play, sur le BDSM, bref, ce genre de choses. Et j'en avais toujours marre de répondre, de répéter 20 000 fois la même chose. Donc je me suis dit, je vais faire un podcast sur le sujet. Et puis, qui de mieux que les personnes concernées pour parler des sujets que j'aborde? Donc, les personnes qui venaient sur mon podcast parlaient de leurs pratiques, de leurs orientations, de leurs sujets en lien avec la sexualité. Par elles-mêmes, je ne faisais que poser des questions. Je ne propose aucune analyse euh, sexo à ce niveau-là, parce qu'on n'est pas en thérapie. Néanmoins, à part quelques exceptions sur des sujets vraiment touchy, par exemple comme la scatophilie ou des choses un peu plus, encore plus spécifiques, là, je peux poser un cadre théorique, mais je n'offre aucune analyse à ce niveau-là. Je parle un peu au passé parce que ça fait presque 1 an que je n'ai pas posté un épisode. Néanmoins, il y a encore une centaine d'épisodes qui arrivent. Simplement, je m'offrais quelques mois de pause, créer du contenu pendant toutes ces années gratuitement, seul. C'est assez éprouvant. Ah, Et c'est du donc là, voilà. travail, oui. Oui, voilà. Et puis entre-temps, il y a eu plein de nouveaux podcasts qui ont vu le jour et c'est super.
Et je m'étais demandé est-ce qu'il était encore pertinent que je continue à créer à ce niveau-là. Mais étant donné que j'enregistrais encore une centaine d'épisodes qui doivent voir le jour, ils verront le jour. J'étais une des premières femmes à le faire, en tout cas à l'époque, et c'était important pour moi aussi en tant que femme de pouvoir créer quelque chose comme ça, sans être sexualisée ou sans être catégorisée, puisque c'est souvent le cas quand une femme parle de sexualité, hein, on est très vite mis dans la case. Ouais, euh, oui, je vois très bien ce que tu veux on, dire, oui. on est très vite nourri par le sexisme et toutes ces choses-là. Au-delà de ce podcast, en plus, tu es intervenu sur, enfin, dans d'autres médias. En particulier, tu m'as mis en relation avec The Dieper Dreamer, Mhm. avec qui je dois faire un sujet d'ailleurs sur les pratiques ABDL. ABDL, on Oui, va le redire, ce que c'est. ABDL, effectivement, qui signifie Adult Baby Diaper Lover, donc qui concerne toutes les personnes qui aiment les jeux en lien avec le age-play, et puis celles et ceux qui apprécient les couches et ou la régression infantile, voilà, qui n'a rien à voir, je le précise, avec la pédophilie et toutes ces choses-là, hein. Là, on est dans du jeu. euh, je fais très court et très simple, mais c'est un peu plus complexe et fourni que ça, Oui. évidemment. Pour, Je trouve ça un peu, je réagis parce que je trouve ça un peu normal en même temps que tu dises que ça n'a rien à voir avec la pédophilie. Et en même temps, je trouve ça un peu dingue qu'il y ait encore besoin de le dire, quoi. Mais bon, c'est un autre débat. Tu parlais de la formation des thérapeutes au début du podcast et je trouve ça très important. Si tu voulais en redire un mot, parce que tu le disais toi-même, même chez les sexothérapeutes, chez les thérapeutes, il n'y a pas toujours l'ouverture d'esprit qu'on pourrait attendre. Et quelque part, bah, c'est quelque chose de changeant, l'ouverture d'esprit, ça peut se provoquer aussi, et ta formation, elle est très importante sur ce point de vue-là. Puis quelque part, c'est aussi dans la prolongation bah, de tes activités à l'école des Arcadiens et puis de ton podcast. On est toujours dans de la formation quelque part. Complètement. Alors, oui, on est plus que la formation, je dirais qu'on est dans de l'information, en tout cas pour le podcast. Euh, oui, bah, je trouve ça hyper cool d'avoir des thérapeutes qui saisissent que la sexualité, elle n'est pas forcément hétérosexuelle, cisgenre et vanille, et que il y a une pluralité des sexualités, que le BDSM en fait partie, et donc que la formation des thérapeutes, elle permet aussi ça. Je veux dire. Moi, j'apprendrai toute ma vie jusqu'à ma mort et c'est le cas de tous les thérapeutes. C'est pour ça aussi que les formations, elles sont importantes. Et moi, mes interventions auprès des professionnels de santé et de la sexualité, pour celles et ceux qui le souhaitent, et qui désirent comprendre, apprendre, se former et être outillés pour accompagner au mieux ces personnes-là, bah, je trouve ça génial. Tu vois, moi, je continue de me former. Là, je vais me former en criminologie très bientôt parce que j'ai beau savoir j'ai beau avoir été un peu formée en crimino, j'estime pas assez, donc je continue à me former, à apprendre. Mais tous les thérapeutes doivent, selon moi en tout cas, un bon ou une bonne thérapeute, il n'y a pas que ça, mais la formation, l'outillage est essentiel. L'humain aussi, avant tout et pour tout, évidemment. Mais, euh, mais voilà, donc je forme ces personnes-là. Et puis ça permet aussi de faire bouger des choses. Tu sais, quand tu te formes sur des sujets que tu ne connais pas, parce qu'il y a plein de thérapeutes qui connaissent pas le BDSM, qui sont pas forcément qui connaissent pas vraiment la communauté LGBTQIA+, même si ce sont deux sujets très différents, mais parce que j'interviens aussi sur le sujet du queer, des communautés LGBTQIA+, eh bien c'est important d'aller voir ce qui se passe en nous, où est-ce que ça va nous chercher, qu'est-ce que ça dit de nous. euh, et c'est aussi comme ça qu'un thérapeute pose son cadre et ses limites. T'en as quand j'aborde, je sais pas, la question du sadisme sexuel, bon bah t'en as, tu les vois se décomposer, ils disent ah non mais c'est pas possible pour moi, mais parce que ça résonne aussi avec leur trauma, leur histoire personnelle, leur environnement, leur culture, et que c'est bien qu'un thérapeute puisse poser son cadre et ses limites pour peut-être réorienter vers d'autres professionnels plus disposés à accompagner sur ces sujets-là, comme tu as des professionnels qui accompagnent sur la pédophilie. Donc là, on est plutôt dans la psychiatrie. Bon, ben,
C'est pas le cas de tous les psychiatres ne sont pas disposés à accompagner sur ces sujets-là. Bah, c'est pareil, même si c'est incomparable, hein, je te donne là un exemple pour que ce soit assez noir ou blanc, mais c'est pour comprendre, même si je ne fais il n'y a aucun lien entre le BDSM et la pédophilie, hein, j'insiste Oui, bien sur ça. oui, il y a pas de souci. Enfin, il y a pas de souci pour moi, en tout cas. Oui, voilà, non, mais bon, et c'est vrai que, tu vois, tu as des personnes, il y a quelques années, quand j'intervenais pour parler du BDSM, on n'en parlait pas encore comme aujourd'hui. Donc, t'en as pas un qui disait BD quoi? Ah oui, SM, bah, c'est les masochistes. Tu vois, c'était très réducteur. Et, et en Oui, même non, mais c'est temps, clair, c'est la réalité, hein. et en même temps, c'est bien qu'il y ait des personnes qui osent poser ces questions-là et qui n'aient pas peur de faire des erreurs dans ce genre. Pour moi, la formation, elle permet de poser toutes les questions, même celles qui sont considérées comme un peu futile, bête et idiote, parce que je considère qu'il n'y a aucune question bête et idiote. Et je pense qu'il vaut mieux poser ces questions dans ce genre d'espace qu'en cabinet, même si les questions en cabinet sont tout à fait légitimes et justes, et qu'en cabinet où là tu risquerais de faire des erreurs, peut-être bousculer, blesser la personne concernée et avoir les mauvais mots. Parce que parfois, j'ai déjà entendu dire enfin, j'ai déjà accueilli des patients-patientes en larmes au fond du trou, me dire, on m'a dit que j'étais malade parce que j'aime me faire attacher au shibari. Bon, pour moi, ça c'est hyper problématique. Et qu'est-ce que le thérapeute a dit? Bon, bah, il a dit, vous irez mieux le jour où vous arrêtez de vous faire attacher, de pratiquer le shibari, etc. Hmm. Bon, ben c'est Alors quoi ça ça en c'est quelque cabinet? chose à entendre qui m'agace. C'est qu'effectivement que la personne ait des limites, on en a tous, et que elle ne se sente pas d'accompagner la personne sur quelque chose qui dérange son patient. Ça, je peux comprendre. Qu'elle réoriente, c'est encore mieux, tant qu'à faire, autant réorienter vers la bonne personne. Et pour ça, je trouve que c'est bien que tu sois connu, parce que même si ce sera pas forcément toi, parce que t'es pas à côté, même si t'en fais dans toute la France d'ailleurs en visio, Toute la même dans toute la France, j'accueille francophonie. aussi Canada, Belgique, Suisse. C'est vraiment, j'ai Ça, c'est vraiment, bien ça. ouais, ouais, c'est cool. Ben non, mais c'est bien que tu sois connu parce que les gens qui se sentent pas d'accompagner tes confrères, consoeurs, qui se sentent pas d'accompagner leurs patients sur ces problématiques-là, qui me dérange déjà rien que de dire problématique, ça me dérange. Bah au moins ils peuvent faire appel à toi et même si ce sera pas toi, ce sera comme tu le disais parce que c'est une rencontre, tu pourras tu pourras les orienter vers quelqu'un d'autre. Mais alors par contre que parce que par méconnaissance on s'adresse à un patient, on lui dise bon bah en fait t'es malade alors que c'est pas le cas et puis surtout par méconnaissance, enfin je trouve ça un peu dramatique en fait. Mais bon. Par méconnaissance et ou par croyance aussi, hein, et par, tu as des personnes qui d'orientation psychanalytique, par exemple, mais ce n'est pas toujours le cas, j'insiste, hein. Tu peux être dans la psychanalyse et sans pour autant être aussi réducteur, être, avoir une vision assez limitée de ce que peut être ce genre de pratique. Ça, c'est une réalité. Euh, je pense que la méconnaissance, c'est une chose. Réduire, par contre, par y faire des projections et parce qu'on en a peur et qu'on comprend pas, on dit ah non mais ça c'est pathologique, ça va pas. Là, pour moi, c'est là où c'est problématique. Et je trouve que c'est le plus. Quel cadeau. Enfin, la personne qui vient en cabinet, un ou une patiente qui vient en cabinet, qui vient poser son histoire de vie. Ça demande énormément de courage, de force, de, de- c'est assez incroyable. Donc, je pense qu'il faut pouvoir accueillir ça en connaissance de cause. Et du coup, ce genre, pour moi, c'est une forme de violence que d'envoyer, que de réduire ce genre de pratique à de la pathologie, d'autant plus lorsque ça ne l'est pas, parce que parfois, tu peux avoir en cabinet hein, des personnes. Là, on serait plutôt dans le trouble plus que la paraphilie en tant que telle. Et là, on est dans de la pathologie. Et donc là, c'est pas le sexothérapeute qu'il faut aller voir, mais c'est plutôt la psychiatre. Avec en accompagnement, tu peux travailler. Moi, je travaille avec des psychiatres. Hein. On travaille ensemble, on accompagne ensemble des personnes, etc. Mais voilà, c'est beaucoup plus rare. C'est pas la grande majorité des personnes que j'accompagne. Et je pense il y a pas, il faut faire attention aux amalgames. Et les personnes qui viennent se former à ce niveau-là sont justement des personnes qui, je pense, sont euh,
disposés à l'entendre, qui en ont conscience et qui viennent apprendre, comprendre, s'ouvrir et ça leur permet aussi se former, c'est aussi savoir ce que l'on est capable de réorienter ou pas. Euh, Hmm, tu vois, d'accord. et aussi d'avoir le bon langage, le bon vocabulaire pour accueillir correctement quelqu'un qui vient de parler, j'en sais rien moi, de needle play. Bon, ben, ok, si tu sais pas ce que c'est, ben, tu demandes, hein, tu peux demander. Et en même temps, si tu t'es formé, tu sais ce que c'est, et que ton, tu vois, le patiente voit que tu vois de quoi on parle, ben, c'est toujours beaucoup plus appréciable. Mais j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas tout savoir et c'est ok. Je veux pas non plus shamer, les thérapeutes, hein. On ne sait pas tout, moi aussi, hein, j'apprends encore. Mais c'est bien de pouvoir le reconnaître, c'est-à-dire accepter, comprendre et faire preuve d'humilité sur le fait qu'on ne puisse pas tout savoir, le reconnaître, et si c'est le cas, bah, se former, s'y intéresser et se mettre à jour tout simplement. Hmm. Donc à côté de ton podcast, tu as aussi une chaîne YouTube et puis tu es en train de d'écrire un livre. Est-ce que tu peux en parler? Alors oui, effectivement, sur ma chaîne YouTube, je diffuse mon podcast Cinéden Sublime, mais j'ai aussi mis quelques petites vidéos qui s'appelaient Pourquoi les gens? Alors pourquoi les gens font des sextapes? Pourquoi les gens ont des fétichismes? Pourquoi les gens pratiquent le BDSM? C'est des mini-vidéos de d'1 à 5 minutes et c'est quelque chose qui verra le jour de plus en plus à l'avenir. Et puis j'ai fait aussi des interviews de rue sur sur les sexualités. Idem, là, je travaille dessus et ça, ce sera en ligne sur ma chaîne YouTube dans quelques mois. Je mettrai un lien évidemment vers ta chaîne. Merci. Qui s'appelle Cinéden Sublime, tout simplement. Et puis, en ce moment, je coécris un livre avec Gwen Escal, qui est une amie sexologue, sexothérapeute aussi, euh, on est en train d'écrire un guide des sexualités queer et des sexualités alternatives. Voilà, donc il sera dans les librairies dans quelques mois. Je ne peux pas encore donner le titre exact puisqu'il faut on le valide ensemble, mais voilà, le manuscrit est terminé et là, on est à la toute fin de celui-ci. Et peut-être que quand tu mettras en ligne ton podcast, je ne sais pas, ton épisode, on pourra parler du livre, mais voilà, le livre, je suis en coécriture d'un livre en ce moment. Voilà. D'accord. Bah, quand bien même ce serait pas le cas quand je publierai le podcast, tu pourras toujours m'envoyer l'information. Je me ferai un plaisir de faire au moins une publication sur mon profil Facebook. Ah bah merci, pas de souci. Ah bah c'est un plaisir. Et tes autres activités, ton actualité, tu dis que tu fais souvent tu participes souvent à l'étranger à des salons, à des festivals. Oui, alors, eh bien là, je donne donc plusieurs cours un peu partout en France auprès des professionnels de la sexothérapie et ou des futurs sexothérapeutes dans les centres de formation de Alain Héril, qui est un des pionniers de la sexothérapie en France et qui est voilà un ami, collègue avec qui je travaille depuis 6 ans maintenant, et avec qui je coécris un livre aussi d'ailleurs en ce moment, qui est un roman. Je peux pas en dire plus pour l'instant, on en avait un peu parlé toi et moi en privé, mais Oui, qui a un lien avec les paraphilies justement. Euh, d'accord. D'ailleurs, Jeanne- je ne t'aime plus. Tu n'as pas voulu m'en parler plus en Ah, détail. Je suis vexé. Il faut mais absolument que tu me dises ça. Sur le roman, c'est ce que je préfère, moi, à l'écrit en tant qu'auteur. Donc, il faut absolument que tu me dises dès que tu pourras. voilà, je t'en parlerai quand je le pourrai, mais ce sera avec grand plaisir. Et puis sinon, là, dans 2 semaines, j'anime plusieurs ateliers sexo au Château Perché, qui est un festival de musique électronique. D'ailleurs, je fais même une petite performance où je vais proposer la lecture de poèmes érotiques sur un DJ set d'une artiste hollandaise. J'anime des ateliers à Amsterdam mi-juillet au festival Peacock Garden aussi. Il y a toute mon actualité sur mon site internet. Et puis voilà, je crois que il y a je réponds régulièrement aux questions de Santé Magazine et d'autres journalistes sur les questions de la sexualité. Ça peut être la sexualité très vanille, très classique, comme des sujets un peu plus que j'aime bien, un peu plus alternatifs, je dirais. Donc voilà, mais toute mon actualité est sur mon site internet pour celles et ceux qui souhaiteraient peut-être aller voir ça. Voilà. Ce sera indiqué. On en arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose? C'est un beau cadeau que l'on s'offre à soi, la thérapie, la sexothérapie et la thérapie au sens large du terme. Il faut pas avoir peur d'y aller, de sauter le pas.
l'accompagnement peut vraiment changer votre vie. Bah, ça fera un bon mot de la fin. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation, surtout qu'on s'y est repris à 2 reprises. On a eu un petit problème technique. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler de ton métier et d'avoir répondu à mes questions. Bah, merci Steve, encore une fois pour l'invitation. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et puis aussi de te découvrir en dehors de cet enregistrement. Et, euh, et puis à bientôt peut-être pour de nouveaux sujets. Mais ce serait avec plaisir. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver l'article associé à ce podcast qui contient des liens à propos de Morgane et de ses diverses activités. Je vous invite également à vous y rendre pour découvrir le double roman que Rose et moi avons écrit. Il s'agit de Ma soumise, mon amour et Mon maître, mon amour, 2 romans écrits à la première personne qui narrent la rencontre de Marc et Charline, chacun de leur point de vue. Cela en fait 2 visions de leur histoire à la fois très différentes et complémentaires. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.